Honneur à tous les amis. Aujourd'hui c'est un grand jour. Et oui, ça y est, enfin, je m'attaque à la partie 7 de JoJo. Comme vous le savez, j'ai fait toute la partie 5 qui était sortie en animé sur ADN. Ensuite, je me suis attaqué à la partie 6 en version manga. Et maintenant, je m'attaque à la partie 7. Cette fameuse partie 7 qui s'appelle Steel Ball Run. Alors, tout d'abord, avant même de commencer la vidéo, je tiens à vous informer que je ne sais strictement rien sur Steel Ball Run. Je ne sais rien. Je ne connais même pas le nom de l'antagoniste. Je connais le nom du protagoniste parce qu'il m'a été spoilé et je l'ai vu lors de mes recherches, je suis tombé dessus. Mais en toute sincérité, je ne sais rien d'autre sur Steel Ball Run. Je ne connais pas les noms des stands, je ne connais pas les pouvoirs, je ne sais rien du tout. Et j'ai mis en place tout un système avec des abonnés qui sont assez fidèles à la chaîne Fumigène pour ne pas me faire spoiler en zone commentaire. C'est-à-dire que dès que quelqu'un laissera un spoil en zone commentaire, son message sera retiré. De façon à ce que je ne me fasse pas spoiler. Et de façon aussi à ce que ceux qui suivent, qui découvrent aussi Steel Ball Run avec moi, ne se fassent pas spoiler. Le but étant bien évidemment d'être le plus sincère possible avec vous, que vous puissiez découvrir mes ressentis, mes émotions, mes réactions en fonction des tomes, tout simplement. Alors, dans cette partie, il y a plus de tomes, il y en a 25. Donc là, ça rigole vraiment pas. Va falloir qu'il bosse, le petit Fumigène, là. Parce que là, c'est pas comme dans les autres parties. D'ailleurs, on verra si le fait d'avoir augmenté le nombre de tomes, c'est un défaut ou une qualité. Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a beaucoup plus de tomes que dans les autres parties. Donc voilà, on va commencer cette petite partie 7 doucement, tranquillement. Allez, c'est parti. JoJo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run sur Fumigène. Alors cette review sera peut-être un petit peu longue, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'interrogations, il y a pas mal de choses à comprendre, la mise en situation, le contexte, l'univers, parce que évidemment je me suis posé une question immédiatement, c'est que est-ce que cette partie vient à la suite de la partie 6? Ce qui me paraissait impossible au vu de la fin de la partie 6, et tout de suite Araki a répondu à ma question, parce qu'il est clairement inscrit dans le début du tome que ça se passe dans les années 1890, et en plus de ça Araki nous laisse un petit message, je vais le lire. Il indique que j'ai décidé Steel Ball Run en substance comme la 7ème partie de JoJo's Bizarre Adventure. Cependant, pour les lecteurs qui commenceraient leur lecture par ce volume, j'ai préféré ne pas trop insister sur cette filiation. Le problème, c'est qu'enterrer complètement ses œuvres passées pour en créer une toute nouvelle est à mon avis, pour un mangaka, une mauvaise attitude. Je pense en effet qu'il est important de retrouver dans les travaux d'un auteur un thème qui se perpétue de livre en livre, à suivre dans le volume 2. Ça me paraît plutôt clair comme message, c'est-à-dire que Steel Ball Run est une partie à part, elle n'a strictement rien à voir avec les 6 premières parties de JoJo. Et au vu de la fin de la 6ème partie, c'est logique. Ça veut donc dire qu'une personne peut même commencer JoJo's Bizarre Adventure à partir de cette partie 7. Mais en même temps, Araki a quand même bien évidemment utilisé des codes, il a repris des faits scénaristiques de ses anciennes parties, il le dit lui-même. Donc voilà, la phrase est plutôt claire, et ça nous montre, ça répond plutôt à ma première question qui était à quel moment se passe Steel Ball Run par rapport aux autres parties. En fait finalement ça n'a strictement rien à voir, c'est un autre univers, bref, je sais pas exactement comment décrire ça, mais en tout cas il n'y a pas de lien avec les 6 premières parties de JoJo. Et de toute façon, même d'un point de vue temporel, ça n'a strictement rien à voir avec la fin de la partie 6, parce que là on est en 1890, donc là c'est carrément une autre époque. Bon, en tout cas ce tome va commencer de façon assez dynamique, et on va faire la connaissance d'un homme qui s'appelle Sandman. Il est en train de se faire courser par des frères à lui, des frères indiens, il se fait courser, et on ne sait pas pourquoi. Et tout d'un coup, il va se mettre dans une position assez étrange, et il va se mettre à courir à une vitesse assez hallucinante. Et ses poursuivants vont même s'apercevoir, ils vont même dire que sa façon de courir n'est pas la façon de courir d'un Indien. Elle ressemble plus à celle d'un blanc, pour reprendre les termes du tome, bien évidemment. Mais on ne sait toujours pas pourquoi il est poursuivi par ses frères. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la fin de cette course-poursuite, Sandman va carrément passer sous les sabots du cheval et se faire propulser sur le rocher. Et à ce moment-là, on va voir une sorte de main de sable qui s'extirpe du bras de Sandman. On se doute bien, pour ceux qui ont lu les 6 premières parties, que c'est un stand, mais on ne le verra pas. C'est donc la première apparition d'un stand dans la partie 7, mais il ne l'utilise pas de façon offensive.
Donc avant même de poursuivre dans le scénario, déjà ce début j'ai bien apprécié. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, encore une fois, le trait d'Araki a évolué, et je trouve qu'il a évolué dans le bon sens du terme. Vous savez, Araki aime bien jouer entre les genres, des femmes qui ressemblent à des hommes qui ressemblent à des femmes, et là, pour le coup, je trouve que, par exemple, ne serait-ce que le personnage de Sandman, voilà, sa masculinité est bien prononcée, et lorsqu'on verra sa sœur aussi, donc voilà, les muscles sont bien faits, bien dessinés, je trouve aussi que les paysages sont franchement très beaux, je trouve que le style graphique de la partie 7 est très très bon, en tout cas du moins dans ce début de partie, sincèrement j'ai été agréablement surpris, franchement, je ne dis pas que la partie 6 était mauvaise, pas du tout, au contraire, on a eu des très bons tomes dans la partie 6, mais là ça commence très bien parce que graphiquement déjà, le trait d'Araki a évolué dans le bon sens du terme. Donc ensuite on va découvrir la grande sœur de Sandman et finalement on va savoir pour quelle raison il se faisait poursuivre. C'est parce que finalement Sandman étudie un peu la culture de ses ennemis, à savoir des blancs. Et c'est d'ailleurs pour ça à mon avis qu'il arrive à courir un petit peu plus vite, du moins c'est ce que j'en ai déduit. Ensuite ils vont s'arrêter un petit peu sur des sortes de marques sphériques qui ont été laissées apparemment par quelqu'un. Et Sandman va nous informer que apparemment il va partir pour participer à une course, la Steel Ball Run, et le grand vainqueur remporte 50 millions de dollars. Alors franchement, cette première partie, j'ai bien aimé. Je me doute bien que Sandman ne sera pas le personnage principal de cette partie de Steel Ball Run, mais je pense qu'il aura un rôle important. Et j'ai bien aimé l'introduction du personnage. Pourquoi ? Parce que déjà, on a son objectif. Très clairement, il veut gagner 50 millions de dollars pour pouvoir racheter les terres, parce qu'il a bien compris qu'il évolue dans une société dans laquelle l'argent est roi. Et j'ai même envie de vous dire qu'actuellement, l'argent est toujours roi, même en 2020. Et finalement, on voit tout de suite les objectifs du personnage, on voit qu'il va courir très vite, donc à mon avis, ce sera sa force. Il arrive quand même à courir aussi vite qu'un cheval, c'est pas n'importe quoi mon ami Sandman, et il a un stand qui est lié au sable. Bon, en même temps, il s'appellerait pas Sandman. Donc voilà, donc c'est intéressant, cette première partie est très intéressante. Ensuite, dans l'autre partie, on va découvrir un autre personnage qui, à mon avis, sera important, du moins dans cette partie 7. On va découvrir Mr. Steel. Et j'ai bien aimé son introduction, parce qu'elle est assez ironique, en fait. Il y a son majordome qui vient le voir, qui lui dit, écoutez, c'est le gros bordel, les Français, ils sont tout nus sur les plages, les Chinois, ils sont en train de faire des sacrifices d'animaux, etc., les toilettes puent, etc. Bon, bref, en gros, c'est le gros bordel. Et lui, il va répondre une phrase qui est assez intéressante, il va leur dire, écoutez, c'est très clair, ici c'est moi qui commande, donc toutes leurs histoires de machin, de religion, je sais pas quoi, moi j'en ai strictement rien à foutre. S'ils refusent, on les fout dehors, il dit bien mot pour mot, et s'ils refusent, on les fout dehors. C'est peut-être leur religion ou leur culture, tant qu'ils sont sur cette plage, la loi c'est moi. Donc le personnage imprime une certaine assurance et une force de persuasion dès les premières pages, et finalement on va s'apercevoir tout de suite derrière que il est en stress de fou, le mec, il est en stress de fou, et c'est finalement sa femme qui arrive à le soutenir. Donc j'ai bien aimé l'ironie du personnage, j'ai bien aimé son ironie, parce que au premier abord on pense que c'est un mec qui est froid, qui est dur, et finalement on s'aperçoit que finalement c'est un petit agneau, c'est un doudou, c'est un ourson. Donc j'ai bien aimé l'introduction de ce personnage, parce que finalement ça nous montre déjà deux traits de sa personnalité qui sont assez marrants. Ensuite, ce même Stephen Steele va expliquer les règles de la Steel Ball Run dans une conférence de presse, et on va avoir des noms de participants. Et franchement, il y en a un, j'étais pas prêt, les gars. Diego Brando, connu sous le diminutif de Dio. Araki est chaud. Alors je me doute bien qu'il n'y a pas de lien réel avec Dio Brando. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas de lien réel, scénaristiquement, c'est totalement une autre personne. Donc je sais pas comment on peut définir ça par rapport au dieu que nous connaissons, mais je ne préfère même pas faire de lien. Bref, quoi qu'il en soit, il y a un Diego Brando dans la Steel Ball Run. Alors là, mon ami, j'en attends beaucoup. Ah, j'en attends beaucoup, Araki. Là, tu m'as fait revenir un Diego ou un Dio Brando dans la Steel Ball Run. Il a intérêt à avoir un rôle de fou furieux. Je veux que ce mec fasse du sale. Alors, je sais pas si ça sera un méchant ou un gentil, on ne sait pas encore, hein, mais là, tu m'as remis Dio. Tu nous as fait une sorte de réincarnation de Dio, je veux du lourd, je le dis et je le signe. Hein. Je me demande bien c'est quoi son stand à ce mec d'ailleurs.
Le sang des Brando coule en lui. Ah, je suis chaud. Franchement, je suis chaud, les gars. Je vous dis la vérité. Là, franchement, je suis chaud. Je suis trop content de revoir une sorte de duo. Bon, c'est pas le duo qu'on connaît de la partie 3 et de la partie 1, évidemment. Mais je suis content de voir un Brando, de voir Diego Brando dans la Steel Ball Run. C'est une très bonne chose. Honneur à toi, Araki-sama. Et on a aussi Urm. Alors, je sais pas comment on dit exactement, mais bon, son nom c'est Urmed Abdul, qui est très certainement, qui fait référence, qui fait rappel, du moins à Mohamed Abdul, vous savez, celui de la partie 3, je pense en tout cas. Alors ensuite, moi qui pensais être à la fin de mes surprises, Araki, tu m'as eu. Et quand je dis ça, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, qui sont souvent sur les lives, quand je dis Araki, tu m'as eu, c'est très 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 bon signe. Il y a un autre participant, et j'étais pas prêt pour ça. Alors là, franchement, par contre, il m'a tué. Le gars, il signe son nom et je vois quoi. En plus, il le met à l'envers. Donc, j'ai dû retourner le manga. Zeppeli. Alors là, tu m'as mis un Zeppeli, mon ami. Tu m'as mis un Zeppeli. Ok. Alors là, tu me mets un Zeppeli. Je le dis dès le tome 1. Ça veut dire que tu dois me mettre de l'onde. Tu dois me mettre l'onde. Tu dois me mettre du Hamon. S'il y a un Zeppeli, tu dois me mettre du Hamon. Tu as été chercher un Zeppeli, Araki. Il n'y a pas de problème. Alors là, je suis d'accord, je suis content. Ça commence très très bien et ça commence très très fort, je dois avouer. Alors déjà, une chose que je kiffe, c'est son chara design. Le chara design est énorme. Le chara design est énorme, les gars. Le truc pète la classe de fou furieux. Et sur ses dents, il y a marqué Gogo Zeppeli. Non, là, j'ai rien à dire. Chara design, parfait. Personnage au top. En plus, dès qu'il arrive, il met un coup de pression direct à un mec. Je sais pas comment il fait avec sa boude. Il arrive à le maintenir au sol. Alors, ça serait intéressant d'avoir un peu plus d'informations sur son pouvoir. On va en avoir un petit peu plus après dans la suite du tome. Mais déjà, on voit que le mec, il rigole vraiment pas. Donc, je me doute, quand je vois les petites boules qu'il a sur lui, que c'est lui qui était parti s'entraîner, vous savez, dans la colline de Sandman. On se doute bien que c'est lui. Donc, à mon avis, sa boule, quand il te la lance, ça doit faire très très mal, cette histoire. Donc, non, franchement, énorme. Content d'avoir un Zeppeli dans la course, content de voir ça, et en plus, il a un chara design de fou. Donc non, Araki, là, tu envoies vraiment du très 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 lourd. Ensuite, on va découvrir un autre personnage qui lui aussi va très certainement participer à la course. C'est bien encore parce que Araki différencie bien ses chara design. Juste avant, on avait Zeppeli. Maintenant, on a ce personnage-là aussi avec un truc bizarre sur la tête. Et juste avant aussi, on avait Urmed Abdul et on avait aussi Mountain Team. Donc c'est bien. On a des chara design qui sont différents. On a l'air d'avoir des personnalités qui sont bien prononcées. Encore une fois, différentes. C'est du Araki. Ça ne me choque même plus tellement c'est un auteur de génie. Ça ne me choque même plus. Mais en tout cas, c'est quand même un point à noter. C'est que les personnalités sont bien prononcées, sont bien différentes, du moins dans ce premier tome. Attention, dans ce premier tome. Ensuite, dans la scène juste après, on va avoir une putain de démonstration du pouvoir. Alors, je sais pas si on peut appeler ça du pouvoir, je sais pas si c'est de l'onde. Bref, où ça en est inspiré, mais en tout cas, Zeppeli utilise en fait la rotation de ces petites boules vertes pour faire du sale. Et en gros, un mec qui lui avait volé $20, il va entrer en conflit avec lui. Et ce mec va essayer de lui tirer dessus avec un pistolet. Et là, il va utiliser sa boule, mais les effets sont juste dévastateurs. C'est-à-dire qu'il va carrément lui déboîter l'épaule et le mec va carrément se tirer dessus. Donc c'est phénoménal. Donc là, tout ça avec le pouvoir de rotation d'une seule boule. Donc je pense qu'il y a forcément un pouvoir derrière. Est-ce que c'est son stand? Est-ce que c'est un stand qui l'aide à faire ça? Ou est-ce que c'est le pouvoir du personnage? Franchement, je suis assez surpris. Et j'ai beaucoup de questions sur le pouvoir de Zeppeli. Est-ce que c'est issu de l'onde? Est-ce que c'est issu du Hamon? J'aimerais bien, je l'espère vivement. Mais en tout cas, force est de constater que déjà le style de combat de ce personnage est différent de ce qu'on a connu dans les autres parties. Parce que lui, il utilise la rotation de ses boules. Alors, à mon avis, c'est le début de son pouvoir. En tout cas, encore une fois, je ne me trompe pas, j'aime beaucoup ce personnage. Ne serait-ce que ses actions dans le premier tome, je kiffe déjà le mec, très clairement, ça vous l'avez compris. Clairement, j'aime bien son introduction. Attention, son introduction. J'espère que dans les autres tomes, ça va suivre derrière. Mais en tout cas, dans le premier tome, personnellement, c'est le personnage qui m'a le plus marqué dans ce premier tome. Ensuite, on va enfin découvrir le Jojo de cette partie et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant comme introduction parce que depuis le début du tome,
on a eu pas mal de personnages qui ont été introduits, mais finalement, on n'a pas eu le Jojo, et le Jojo arrive que maintenant, finalement, en chapitre 3. Donc c'est assez incroyable, comme narration, c'est du Araki, j'aime bien, moi personnellement, ça me va, très clairement, et je trouve ça intéressant. Alors déjà, ne serait-ce que physiquement, le Jojo, bah, il est sur une chaise roulante. Il est sur une chaise roulante, et là, bah, c'est inédit, les gars. On a un Jojo qui est handicapé. Très clairement, un Jojo handicapé. Donc, encore une fois, Araki casse les codes. Moi, j'aime bien. Je dis oui, très clairement. Et en plus de ça, on découvre qu'il est en chaise roulante, mais avec la boule de Zeppeli, il a réussi à marcher. Alors, tout de suite derrière, il faut qu'il nous donne plus d'explications. Et heureusement d'ailleurs. Mais j'ai trouvé tout de suite la situation très intéressante. Parce qu'on a un Jojo bah, qui est faible. Ce Jojo est faible dès le début, mais très clairement, les gars. Donc, est-ce que Araki nous vend un Jojo extrêmement faible pour pouvoir le faire devenir extrêmement fort sur la fin de sa partie? Je verrai bien, je vais le découvrir avec vous. Ou est-ce que ce Jojo va combattre d'une façon différente des autres, c'est-à-dire que ce sera totalement de façon, je sais pas, intellectuelle? Bref, il y a plein de questions que je me pose, mais force est de constater qu'au premier abord, ce Johnny Joestar est d'une faiblesse incroyable. Et je pense que c'est un souhait d'Araki de faire un Jojo volontairement aussi faible dès son introduction dans le scénario. Ça m'a choqué, très clairement. Et donc finalement, on va en apprendre un peu plus sur ce Johnny Joestar et qu'est-ce qu'il amène déjà sur la plage. Alors il va nous expliquer lui-même de toute façon qu'il a été attiré sur la plage de façon inexplicable. On va apprendre que c'était un jockey ultra connu, ultra riche, etc. Il était très très sûr de lui et finalement le destin, toujours le destin avec Araki, s'est retourné contre lui. En plus, il avait vraiment fait l'enfoiré avec un petit jeune homme qui attendait une place pour une pièce de théâtre. Et finalement, ce jeune homme qui avait, semble-t-il, un pet au casque, va carrément lui tirer dessus. Et finalement, il va se retrouver totalement infirme. Et c'est le début de la descente aux enfers pour lui, très clairement. Parce que, final, c'est un jockey, je le rappelle. Alors, je sais pas si on peut dire que le destin s'acharne sur lui, ou plutôt est-ce que c'est un retour de bâton, parce que très clairement, la façon dont il a agi avec ce jeune homme était tout simplement dégueulasse. Donc, c'est un peu un retour de bâton. Alors, c'est un peu violent, très clairement. Mais, d'une certaine façon, c'est le sort qui est revenu contre lui, contre ce Johnny. Arrivé à un point où même l'infirmier qui est censé s'occuper de lui prélève le sang de sa jambe. Parce qu'il lui dit, tu ne ressens rien, donc je peux prélever le sang de ta jambe. C'est énorme, c'est énorme. Araki, de toute façon, dans la violence psychologique, il va très très loin. Donc on a un personnage qui était au sommet de sa gloire et qui finalement finit dans les bas-fonds total, à se faire prélever du sang de son corps, et par un infirmier très clairement très malveillant et assez enfoiré, et qui lui enfonce le journal de la Steel Ball Run dans la tronche. Donc non, franchement, j'ai trouvé son background plutôt intéressant, j'espère qu'on va en savoir un peu plus sur lui, mais déjà c'est pas mal. Le personnage est bien introduit, parce que franchement, j'ai été en empathie avec lui, même si c'était un enfoiré très clairement, mais j'ai été en empathie avec ce personnage, je vous dis la vérité. Donc ce Jojo est très bien introduit, et ce qui est intéressant, ce qui le rend assez atypique par rapport aux autres, c'est qu'il est extrêmement faible. Il est extrêmement faible, Moi, j'ai pas souvenir que Jonathan était faible. Jonathan était fort depuis le début, très clairement. Du moins, il s'est renforcé très rapidement. Même quand il était enfant, il avait une très grande force et une très grande détermination. Joseph, c'est pareil, il était très fort dès son arrivée, il arrivait à utiliser l'onde dès le début. Jotaro, j'en parle même pas, c'est la force personnifiée. Josuke, pareil, était très fort dès le début. Giorno était déjà très intelligent et il était aussi très efficace dans son pouvoir. Son pouvoir, on peut considérer un peu comme cheaté, Gold Experience. Jolyne aussi a eu son stand très rapidement, donc même si au début, oui, elle paraissait, on va dire, un petit peu faible, elle était déjà très sûre d'elle. Jolyne, je me souviens encore, elle prenait des postures différentes à droite et à gauche dans la prison, et tout de suite elle a eu un stand, donc elle est devenue très forte très rapidement. Donc là c'est assez atypique pour la première fois d'avoir un Jojo aussi faible physiquement dès son introduction. Donc ensuite, finalement, il sera intrigué, enfin je dirais pas intrigué, il sera même obsédé par le fait d'avoir pu se lever grâce à la boule de Jiro Zeppeli, et finalement ça va devenir une véritable obsession, et là c'est bien, parce qu'on va voir que ce Jojo, même s'il est faible physiquement, a une force de caractère assez incroyable même. Il va tout faire pour participer à la course, il va trouver un cheval, et apparemment il va s'entraîner, ne serait-ce que pour monter sur ce cheval. Et franchement, on sentira la détermination du mec. Il aura carrément des branches qui sont plantées dans ses mollets. Enfin, c'est juste hallucinant, la détermination de ce Jojo.
Tout ça pour monter sur le cheval et pouvoir connaître le secret. Et finalement, ça se comprend parce que c'est un Jojo qui a envie de marcher. Il a juste envie de marcher. Donc son objectif, son besoin est tout simplement logique par rapport à sa situation. Je vous dis, c'est assez atypique d'avoir un Jojo avec un objectif aussi simpliste, mais aussi cohérent en fait. C'est cohérent tout simplement. C'est humain. Voilà, c'est un objectif qui est humain, du moins pour une personne qui a son handicap. Ensuite, ça va être le retour de Sandman. J'aime bien ce personnage, hein. Il va participer donc à la Steel Ball Run, il va payer avec un diamant, et on va apprendre que le mec va participer à pied. Et ouais, lui, il a pas le temps. Tout le monde est sur un cheval, lui, il y va à pied. Pourquoi pas, mon ami? Moi, je kiffe les mecs comme ça. Donc voilà, lui, il le dit, j'ai pas besoin de cheval, mon ami. Je traversais ce continent et gagnerai la course uniquement grâce à la force de mes jambes. Eh bien, allons-y, mon ami, j'ai juste envie de voir ça, y a pas de problème. Alors ensuite, on va retrouver enfin réussir à monter sur son cheval grâce à la rotation. Et finalement, il va lui dire, mon ami, tu as déjà trouvé une partie du secret, c'est la rotation, mais il y en a une autre. Et est-ce que l'autre c'est le stand, ou est-ce que c'est un pouvoir, ou est-ce que c'est l'onde? Ça serait vraiment intéressant, je suis vraiment intrigué par ce pouvoir. J'espère qu'on aura plus d'explications, parce que je suis vraiment intrigué, je kiffe son truc, ce mec-là. Ensuite, c'est la fin du tome. Zeppeli, avec la classe d'un vrai Zeppeli, va directement prendre le dessus, il va devancer tout le monde, il va mettre en PLS Abdul, il va l'envoyer dans des cactus grâce à la rotation, toujours et encore. Non, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Début de course totalement effréné, totalement ouf. Et on n'a pas encore vu de stand, on n'a pas encore vu de combat entre stands. C'est un truc de malade. Araki arrive à te donner une histoire oufissime, il n'y a même pas de stand. Je vous dis, je suis déjà en pression, franchement. Non, c'était magnifique, c'était magnifique. Donc c'est Zeppeli qui remporte le gain de temps, et le tome se finit donc sur cette course, sur ce début de course effrénée. Bon, écoutez, sincèrement, le tome était nickel. C'est une très belle introduction, ça donne envie de lire la suite, très clairement. Je suis intrigué par ce Zeppeli, vous l'avez bien compris. Pour l'instant, le Jojo, je l'aime bien parce qu'il est atypique, mais il n'a pas encore montré grand-chose, mais je l'aime bien. Mais très clairement, j'ai envie de savoir c'est quoi ce pouvoir de Zeppeli. Est-ce que c'est l'onde? Est-ce que c'est inspiré de l'onde? Moi, c'est ça que je veux voir pour l'instant. Sinon, on a quand même des très bons personnages. On a Dio Brando, on a Abdul, à mon avis, qui va arriver derrière. On a le Mountain Team aussi, à mon avis, qui va faire des choses sales. Donc ouais, on a des très bons personnages, très charismatiques. Les personnalités sont bien prononcées. Les dessins sont aussi très très bons, franchement, très clairement. En tout cas, ce premier tome, graphiquement, est très bon. Je le trouve franchement nickel. Donc je n'ai strictement rien à dire de mauvais, pour le coup. On met en place le contexte. Ça fait plaisir. Donc voilà les amis, pour mon avis sur ce premier tome de JoJo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run. L'aventure commence, c'est parti les gars. Je vais m'atteler maintenant à la revue du tome 2, et j'en ai 25 à faire des comme ça. Eh, il a du taf le fumier, il a du taf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, et surtout que l'honneur soit avec vous.